Mesdames et messieurs, merci pour votre présence en ce lieu où Africable, la chaîne du continent, vous présente Veillez au bord du Djoliba. Le Nigris, ou fleuve du Nègre, prend sa source presque sous le parallèle de Freetown, dans la chaîne du Loma. C'est là que Zweifel et Moustier ont vu pour la première fois, en 1879, le ruisseau qui deviendra le majestueux Niger. Baptisé par les Mandinka Djoliba ou Kwara, le fleuve Niger a un cours de près de 4200 km, dont 1700 km au Mali. Troisième fleuve du continent africain après le Nil et le Congo de par sa longueur, il se jette par un delta marécageux dans l'océan Atlantique à Port Harcourt au Nigeria. Mesdames et messieurs, c'est au bord de ce prestigieux Djoliba, né dans les hauteurs du Fouta Djallon, que j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie, auteur du livre « De belles années au service de l'intégration régionale », faisant ainsi le bilan de cette organisation et en tirer les leçons pour préparer une stratégie adaptée à un monde en constante mutation pour les décennies à venir. Convaincu qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, la commission de l'UEMOA a réuni un panel de haut niveau pour tracer les grandes options de l'Union à l'horizon 2020. De façon prémonitoire, le panel a dégagé 4 scénarios prospectifs. 1. Les seigneurs de la guerre, le temps des hyènes. 2. Le triomphe du développement durable, le temps des jardiniers. 3. Nouveaux partenaires ou chevaux de Troie. Et 4. La montée de la conscience collective, le vol du Kalao. Avec un programme qui s'intéresse aux hommes et à l'environnement, l'organisation a investi au Mali plus de 100 milliards de nos francs. Environ 11 milliards à l'Office du Niger, 3 milliards au Fagibine, 15 milliards dans le Parlement de l'UEMOA sur la route de Kati. L'Union a réalisé 450 forages dans les zones de Douanza, Gundam, Niafunke, Gourma-Rarous, Nara, Nyoro. Elle a contribué au désensablement de Gao et a eu souci des handicapés en développant l'énergie et œuvré à la mise à niveau des entreprises. 10 ans à la tête de cette organisation régionale, est-il besoin de présenter le député élu de Niafunke, natif de Tombouctou? Pour le camper, je vais faire mien ce que Louis Michel, ministre d'État, député et coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, a dit de lui en préfaçant de belles années au service de l'intégration régionale. Louis Michel a écrit « Soumaïla Cissé, une des plus belles intelligences africaines, a fait preuve tout au long de son mandat à la présidence de l'UEMOA de leadership et de vision dans des dossiers difficiles et délicats. Soumaïla Cissé fait partie de ces hommes visionnaires, ouverts au dialogue, aux réformes et au changement, acteurs de leur destin personnel et partenaires engagés et solidaires de celui des autres, au service de l'Afrique, au service de l'Afrique de l'Ouest, au service de leur pays et demain au service du monde. » Et le ministre d'État Louis Michel de conclure en ces termes « Je crois dans le dessein politique de Soumaïla Cissé. Je crois en son talent, en son intelligence, à son sens de l'intérêt supérieur de l'État et de l'humanité. » Mesdames, Messieurs, Africable, la chaîne du continent, vous souhaite la bienvenue. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, l'horizon est obstrué. La génération montante n'a pas d'identifiant. De quoi demain sera-t-il fait? À force de se mentir, nous ne savons devenir ni arbre ni pierre. L'avenir, le fer de lance de la nation est anxieux et angoissé. Veiller au bord du Djoliba se veut être un espace d'expression plurielle, un lieu d'échange, d'éducation,
et de partage. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je suis on ne peut plus honoré de recevoir à veiller au bord du Djoliba l'honorable Soumaïla Cissé, écrivain, président de l'Union pour la République et la démocratie, URD, chef de file de l'opposition. Notre veillée comprendra deux parties. Une première sera consacrée à l'œuvre de belles années au service de l'intégration africaine et une deuxième partie qui nous fera jeter un regard sans artifice aucun sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre grand Mali. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Invitation pour animer cette première veillée au bord du Djoliba. Les États africains, vous avez dit dans de belles œuvres au service de l'intégration régionale, les États africains s'éveillent, lentement mais sûrement, à pas compter mais résolument. Tel est votre constat dans l'avant-propos de votre œuvre, de belles années au service de l'intégration régionale aux éditions Eburni. Vous qui aviez présidé aux destinées de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, comment est née cette institution? Merci bien, M. Konaté. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Vous dire que je suis particulièrement honoré d'être choisi comme le premier intervenant. Je suis honoré parce que le Djoliba, c'est tout un symbole. Je suis honoré aussi parce qu'il y a tellement d'hommes et de femmes talentueux dans ce pays qui méritaient certainement d'être là avant moi. C'est pour ça que je vous remercie et je profite pour saluer tous nos invités et souhaiter que la veillée soit douce, belle et qu'elle soit aussi longue. J'avais dit effectivement dans les belles années au service de l'intégration africaine que les États-Unis d'Afrique s'éveillent. C'est en réalité le sentiment profond que j'ai eu après près de 10 ans à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 10 ans au cours desquels j'ai senti l'engagement politique des dirigeants africains, de nos chefs d'État. J'ai senti la soif d'intégration des cadres africains. J'ai senti le besoin qu'avaient nos peuples de se retrouver, de partager des choses en commun. Être des États-Unis, ce n'est pas qu'un symbole, ce n'est pas qu'une dédicace. Ça doit être beaucoup plus profond que cela. Et cette profondeur, je l'ai sentie quand nous avons mis en place un certain nombre de politiques. Je l'ai senti quand on peut voyager de Lagos à Dakar avec simplement une pièce d'identité. Je l'ai senti quand chacun de nous peut s'installer là où il veut. C'est pour ça que l'Union économique, l'économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, est un grand moment pour moi. J'ai beaucoup appris et surtout, j'ai senti vibrer le cœur des Africains de l'Ouest. J'ai senti leur cœur vibrer, c'est pour ça que cette construction était une belle construction. Comment est née l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Vous savez, elle est née en 1994, exactement le 10 janvier 1994. À ne pas confondre avec la dévaluation qui a eu lieu le 11 janvier 1994. Bien sûr, on a retenu beaucoup la dévaluation, mais le fait le plus important, c'était la création de l'Union économique ouest-africaine. Vous savez, nous avons connu les 10 premières années de l'indépendance quelque part dans l'euphorie. Pensez au miracle ivoirien. Nous en avons tous profité, tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest. Combien de Maliens se sont installés en Côte d'Ivoire? Mais après, nous avons connu les sécheresses des années 70, nous avons connu les sécheresses des années 80. Et petit à petit, le pouvoir d'achat s'est étiolé. Les matières premières ont perdu de leur poids, les difficultés sont venues et nous sommes passés à l'ajustement structurel. Les déficits budgétaires se sont accumulés. Rappelez-vous, pour les plus anciens, les difficultés qu'il y avait à payer les salaires. Rappelez-vous de ces mois très longs où payer les salaires dans un pays était devenu une prouesse, alors qu'aujourd'hui, c'est chose évidente. Il était apparu donc à tous les décideurs qu'il fallait changer. Nous produisions pour vendre en Europe, nous produisions pour vendre à l'extérieur.
et nous échangeons très peu entre nous. Très peu d'échanges entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Sénégal et le Mali, entre les pays voisins. Donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine est venue pour corriger tout cela, donner un nouveau départ, un nouvel élan pour que nous nous rapprochions davantage, pour que nous travaillions pour nous-mêmes et que nous travaillions ensemble. Voilà vraiment les causes profondes qui ont fait que l'Union économique et monétaire ouest-africaine était une nécessité, un besoin vital pour les économies de nos pays. Oui, mais est-ce que cela ne fut pas une autre machine bureaucratique de plus pour l'Afrique? Non, c'est vrai que quand vous créez une institution comme ça, il faut trouver un président, il faut trouver les commissaires, il faut embaucher des gens. Il faut surtout mettre en place les institutions. Les 10 premières années de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont été des années quelque part bureaucratiques. Il fallait mettre la Cour de justice, il fallait définir un certain nombre de politiques, créer la Chambre consulaire régionale, créer le Parlement de l'Union, hein, le CIP, le comité interparlementaire. Donc nous avons passé 10 ans à mettre en place les choses. Nous avons passé 10 ans à mettre en place ce qui devrait aider à faire fonctionner l'UOMOA. Donc c'était un peu quelque part des rencontres de gens en costume cravate qui étaient tout le temps sur les télés, qui faisaient des réunions, des comptes rendus. On les voit aller, on les voit venir. Mais c'était pour faire de belles choses après. Ces belles choses, nous les avons commencées en 2004. Vous savez, avant, il fallait aussi rassurer un certain nombre d'États, comme les États sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui perdaient beaucoup en recettes douanières, puisque nous avons baissé les droits de douane, nous avons mis un tarif extérieur commun, nous avons mis un certain nombre de choses qui facilitaient les échanges entre nos pays. Mais nous avons mis aussi en place un système de compensation qui distribuait de l'argent à ces pays. Le Mali a ainsi obtenu plus de 30 milliards de francs CFA de l'UOMOA pour pouvoir compenser cela. À partir de là, il fallait changer de tactique, montrer aux populations que l'UOMOA, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes en costume cravate. C'est aussi le paysan, c'est aussi l'éleveur, c'est aussi l'environnementaliste, c'est aussi l'entrepreneur et le secteur privé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un programme économique régional. Ce programme économique régional consistait tous les volets. C'est comme ça que nous avons aménagé des plaines à l'Office du Niger. C'est comme ça que nous avons lutté contre l'érosion. C'est comme ça que nous avons fait des routes, que nous avons fait des interconnexions. Beaucoup de Maliens ne savent pas que parfois l'énergie qu'on consomme ici vient du Nigeria, à travers le Ghana, la Côte d'Ivoire, jusqu'ici. Et que le Mali reprojette aussi de l'énergie qui va parfois jusqu'au Ghana, jusqu'à Mauritanie. Ça, c'est grâce à l'Union, que ce soit l'UOMOA, que ce soit la CEDEAO. Aujourd'hui, je peux dire que les peuples de l'Union se reconnaissent en l'UOMOA. J'ai vu des femmes pleurer parce qu'elles ont de l'eau. J'ai vu des enfants soulagés, des jeunes filles aller enfin à l'école parce que la corvée d'eau n'est plus une corvée parce qu'on a amené de l'eau jusque chez eux. J'ai vu des endroits où nous avons aménagé des plaines, plus de 1000 hectares par chaque pays. Nous avons vu des côtes sécurisées au Sénégal, par exemple, au Togo. Nous avons vu au Mali, nous avons investi pour le Fagibine. Nous avons aidé les entreprises à être à niveau. Vous savez, il y a des entreprises qui avaient perdu leur marché, tout simplement, parce que les produits qu'ils faisaient n'étaient plus des produits vendables à l'extérieur. L'UOMOA les a aidés à être aux normes, à améliorer leur technicité, à pouvoir regagner leur marché, à être donc un secteur privé compétitif. Donc je peux dire que de la phase bureaucratique, nous sommes arrivés à une phase de conception, une phase d'intéressement des populations. Et je crois qu'aujourd'hui, l'UOMOA est très connu. Les partenaires nous ont aidés, ils nous ont appréciés, ils nous ont financés, ils ont aimé l'UOMOA. Et je crois que les organisations qui étaient là peut-être 20 ans avant nous, nous les avons quelque part rattrapées et peut-être même dépassées. Dans de belles années au service de l'intégration régionale, vous avez écrit que la culture demeure ancrée dans les terroirs, dans les coutumes propres à chaque région, les relations ancestrales qui se sont affirmées au cours de l'histoire entre différentes ethnies. Que pouvons-nous comprendre par « il n'y a pas de nations africaines, mais des peuples africains ». Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je disais d'ailleurs dans le bouquin qu'en forçant le trait, on peut dire ce que vous avez dit tout à l'heure.
En réalité, ce qu'on constate, aujourd'hui, l'histoire récente du Mali le prouve. Les gens se sentent plus de telle ethnie que d'être maliens. Ils se sentent plus de cette région que d'être maliens. Et cette culture qui est dans le terroir domine en fait l'essentiel. C'est pour ça que l'opportunité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est une opportunité qui permet à chacun de dépasser largement le cadre de sa communauté et même quelque part de dépasser son pays. Aujourd'hui, quand vous parlez du Kénédougou, vous avez un bout au Mali, vous avez un bout en Côte d'Ivoire, vous avez un bout au Burkina Faso. Donc partout, vous avez un peu de culture, des peuples qui sont là, mais pas forcément une nation. Nous avons commencé à travailler la nation bien avant. Il y a eu le Ouagadougou, il y a eu le Mali, il y a eu le Songhai, il y a l'Empire Peul du Massina, etc. Quelque part, je suis convaincu que l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'un fleuve, tout simplement. Et notre histoire, c'est l'histoire du Djoliba. Parce que c'est la mer nourricière, c'est le point de contact, c'est la voie de navigation et tout se passe autour du fleuve. C'est ce fleuve-là qui a cimenté certaines relations ancestrales. Mais les États que nous avons aujourd'hui sont des États qui datent du partage de 1885, où on a pris une règle, on a découpé. C'est pour ça que cette nation que nous souhaitons n'est plus là. C'est pour ça que élargir le champ, mener ça tout au niveau, par exemple, de l'UOMOA, de l'Afrique de l'Ouest, est un plus. C'est pour ça que je dis que les cultures restent encore au niveau des terroirs et que nous souhaitons une nation, mais elle n'est pas encore là. Vous savez, quand vous allez en Afrique australe, vous allez en Afrique de l'Est, on ne nous identifie pas comme Sénégalais ou Maliens, on nous identifie comme West Africans, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire d'un pays, c'est certainement l'histoire d'un fleuve, parce que les fleuves ont servi de voie de communication. Parce que si on prend l'Allemagne, c'est le Rhin, le Danube de l'autre côté, le Nil pour l'Égypte, et certainement le fleuve Niger pour tout ce qui concerne notre région. Et c'est pour ça qu'il est important de voir les cultures qui se développent autour du fleuve. Je disais aussi que le découpage actuel ne correspond pas à un découpage de nation. C'est un découpage colonial qui a été fait. Mais si aujourd'hui on veut parler du Mandé, il faut parler du Mali, il faut parler de la Guinée, il faut parler de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Gambie, etc. Mais tous ces pays sur le même espace, dans la même union, on ne parlerait plus de la Gambie, on parlerait de l'Afrique de l'Ouest, on parlerait d'une nation ouest-africaine. C'est ça qui est intéressant dans les concepts de ce que nous avons fait. Et je crois honnêtement que si on n'avait pas fait les unions comme la CEDEAO, comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la balkanisation allait être encore plus poussée. Parce que là, on a un ciment que nous tenons, nous essayons d'être autour de cela. Et nous nous sentons tous concernés, nous partageons nos cultures, nous partageons nos vécus. Donc avant d'avoir ces nations africaines que nous souhaitons, il est évident que nos cultures sont ancrées dans les terroirs. Et je pense que les Maliens sont très aptes à le comprendre. Et vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Nous venons de boucler la première partie de notre émission. Vous souhaitez des politiques communes définies à l'échelle régionale. Cela est louable, mais en tant que président de l'URD, chef de file de l'opposition, quel repère politique avez-vous pour notre pays, le Mali? Au plan de la consolidation de la démocratie, quand on sait que notre Parlement est une caisse de résonance et notre société civile a une allure plutôt servile. Non, vous savez, la démocratie est certainement une des valeurs les plus importantes que nous essayons de partager. Mais il y a des règles, il y a des difficultés. L'une des premières règles, c'est qu'on accepte une opposition, qu'on la laisse parler, qu'on la laisse critiquer, qu'on accepte que la presse fonctionne au mieux. Je crois que ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux pour une démocratie. Mais une démocratie, c'est aussi le vote, mais un vote transparent. Quand vous ne pouvez pas dépouiller publiquement, il y a problème. Quand vous avez des difficultés où vous pouvez avoir 6 000 votants en un lieu et 6 000 qui votent la même personne et 6 000 qui sont sur la liste, il y a un problème. La démocratie devient quelque chose de dévoyé. Mais la démocratie se construit sur un certain nombre de piliers.
Vous savez, dans nos pays, vous devez avoir une majorité, vous devez avoir une opposition, mais vous devez aussi avoir une grosse société civile. Vous avez dit que le Parlement est une caisse de résonance. Ce n'est pas souhaitable. Nous devons faire en sorte que le Parlement soit mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et pour qu'il soit mieux que ce qu'il est aujourd'hui, le Parlement doit refléter la typologie de notre société. Notre société, c'est quoi? C'est des femmes à plus de 50%. C'est des jeunes à plus de 60%. C'est des leaders politiques. Ils ne sont pas au Parlement. Faisons en sorte qu'ils soient au Parlement. Faisons des réformes pour qu'ils soient au Parlement. Et ceci va faciliter et consolider l'unité nationale. Parce que je ne serai plus le député de Niafunke ou de Kolokani. Je serai un député de l'ensemble de la nation. Et il faut bien sûr qu'il y ait des représentations territoriales pour que ça marche. La société civile doit être là pour être le gardien du temple. Vous savez, moi, je donne souvent une image que certains de mes amis connaissent. Quand vous prenez une marmite, vous la posez sur un foyer, vous avez 3 pierres, une grosse, une moyenne et une petite. La plus grosse, c'est la société civile. La moyenne, c'est la majorité. La plus petite, c'est l'opposition. Mais chacune des pierres, quand vous l'enlevez, la marmite tombe. Sûr. Ça veut dire que chacun a son rôle. Et chacun doit contribuer à tenir la nation, à tenir la démocratie, à tenir la marmite. Vous voyez, il nous faut une société civile forte, très forte. Parce que l'opposition et la majorité, ils peuvent quelque part se mettre d'accord. Si on parle de gouvernement d'union nationale, ce n'est pas le cas, mais ils vont être d'accord. Qui peut surveiller, qui peut corriger si ce n'est pas la société civile? C'est pour ça qu'elle doit être consolidée, elle doit être renforcée. Elle doit être renforcée par la presse qui est indépendante, elle doit être renforcée par une opposition qui peut s'exprimer, elle doit être renforcée par le dialogue social, les associations, les syndicats, les associations de jeunes, les associations de femmes qui doivent avoir leur mot à dire pour pouvoir s'exprimer. Vous voyez, c'est tout ça, la diaspora, tout ça qui doit s'exprimer pour que notre société soit plus forte et que notre démocratie soit beaucoup plus forte. Il nous a enseigné que gouverner, c'est prévoir. Comment fixer le 20 novembre pour l'organisation des élections municipales, alors que nos frères catholiques effectuent les 18, 19 et 20 novembre de pèlerinage à Kita? La République a-t-elle cessé d'être laïque? Je ne suis pas celui qui fixe les dates. Si j'étais celui qui fixait les dates, je n'aurais pas fixé les dates comme ça. Et je crois que c'est un point que j'ai personnellement souligné au ministre, que notre communauté catholique a une fête importante le 20 novembre. Le gouvernement en tiendra compte, peut-être, je n'en sais rien. Mais il est évident que l'un des éléments importants en plus de cette date, c'est quelles sont les conditions qui ont fait que nous avons été obligés de reporter les dernières élections. Ces conditions étaient liées à l'insécurité, ces conditions étaient liées à l'absence d'administration, l'absence de juges, l'absence d'enseignants et une insécurité qui est vraiment de plus en plus présente. Est-ce que ces conditions sont levées pour que nous puissions faire les élections? La loi permet aujourd'hui de faire des élections de façon séparée. La question qu'on se pose, est-ce qu'il est bon de faire des élections dans un pays en crise de façon séparée? C'est des questions auxquelles les Maliens doivent répondre. Aujourd'hui, la date est fixée, les conditions sont à mettre en œuvre pour voir si les élections auront lieu, mais il est évident que vos interrogations demeurent. Alors, on va parler de gouvernance. Le paradoxe de l'accord de paix, l'insécurité grandit au nord, elle gagne le centre et menace le sud. Que nous cache cet accord-là? Parce que moi, je ne comprends pas du tout. Non, vous devriez comprendre, parce que ce que nous avons demandé, nous, c'est que l'accord soit mieux expliqué. L'accord, à mon avis, n'est pas encore suffisamment bien expliqué. Le fait qu'une personnalité comme vous, bien informée, se pose encore des questions, ça veut dire que l'accord n'est pas bien expliqué. L'accord aurait dû être aujourd'hui, 1 an après, 14 mois après sa signature, en application. Mais nous avons vu que le Nord échappe au gouvernement et à l'État. Nous avons vu que le centre est en train complètement de partir à l'eau. Nous avons vu que l'administration, les enseignants, les juges, tout le monde est absent. Nous avons vu que même les autorités intérimaires, qui étaient le socle pour commencer la gouvernance au niveau des communes du Nord, n'est pas là. Et nous avons vu aussi que des signataires importants de l'accord sont aujourd'hui en train de se battre entre eux.
Donc ça veut dire que l'accord doit être mis à plat. C'est pour ça que nous avons demandé, que nous demandons toujours, qu'il y ait des concertations nationales élargies, que rien ne soit tabou, qu'on pose l'accord, qu'on pose les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité, surtout les problèmes institutionnels. Qu'est-ce qu'on fait demain? La décentralisation telle qu'elle est, les nouvelles régions, où est-ce qu'on en est, les pouvoirs qu'on donne aux présidents des régions, aux présidents des cercles, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que vers quel schéma nous voulons aller? Quel est le cap, l'orientation que le chef de l'État et son gouvernement veulent impulser pour que le Mali sache où il va? Et je crois que c'est ce dialogue-là, ce déficit de dialogue qui n'est pas là. Dans un pays comme le Mali, bâti sur le dialogue, sur la discussion, sur la palabre, entre guillemets, c'est étonnant aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avoir ce dialogue-là, qu'on n'arrive pas à dire au gouvernement, à faire comprendre au gouvernement que c'est indispensable parce que le pays est tout simplement bloqué. Et je crois que vous en convenez avec moi aujourd'hui que le pays est bloqué. Si on pouvait parler de l'école malienne, quelle perspective avez-vous pour l'école malienne? Parce que... Je crois que l'école malienne, nous sommes tous meurtris depuis des dizaines d'années. On sait que notre école ne va pas bien. Mais je crois que faire le constat ne suffit pas. Il faut pouvoir donner des perspectives. Les perspectives, c'est qu'on doit sortir de l'école des jeunes mieux formés, mais surtout des jeunes prêts à l'emploi. Ceci est indispensable parce que le grand problème aujourd'hui de nos jeunes, c'est un problème d'emploi. Les écoles, j'aurais orienté plus les écoles, les étudiants, les élèves vers des formations professionnelles. Je crois que ceci est indispensable. Je pense aussi que quand les moyens le permettront, chaque fois qu'on peut le faire, il faut remettre en place petit à petit les internats. Pourquoi? Parce que ça va vers la consolidation de l'unité nationale. Ça va vers le rapprochement des communautés. Il faut éviter que le pays commence à se diviser en communautés. Ensuite, nous sommes dans une union large. J'ai eu la chance de travailler à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous savez que tout ce qui est enseignement supérieur, nous le mettons en commun. Ça veut dire donc que les enfants maliens doivent pouvoir étudier au Sénégal, au Burkina, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais la clé, le point de départ, c'est forcément la mise en commun de tous les acteurs, les parents d'élèves, les enseignants, les étudiants, l'administration scolaire, pour que nous revisitions ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous assure que c'est parfois pénible quand on a dirigé de grandes organisations, qu'on voit le niveau des candidats qui viennent de chez nous, ou parfois les niveaux quand même laissent à désirer. Mais on ne peut pas construire un pays avec une éducation au rabais. On ne peut pas réussir à relever les défis si nos étudiants, nos enfants n'ont pas les niveaux requis pour faire face aux autres des pays voisins. Monsieur le Président, vous avez été plusieurs fois ministre de l'économie, ministre du budget, pour avoir dirigé l'UEMOA. Quelle économie pour le Mali? Non, vous savez, ce qui est important, on peut rentrer dans la cité, on va faire une route, on va faire ceci, non. Ce qui est important, c'est les piliers sur lesquels il faut s'appuyer. De l'expérience que j'ai à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a 3 gros piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour s'en sortir. Le premier, c'est l'éducation et la culture. Éducation au sens large. C'est pour ça que je mets la culture dedans. Il faut que les gens soient bien formés, qu'ils sachent ce que c'est que leur pays, qu'ils aient des racines dans leur pays. Ce que j'appelle vraiment avoir des racines profondes, l'éducation. Deuxième pilier qui me paraît aussi important, c'est la technologie. Aujourd'hui, je vous prends votre dernier cellulaire. Un enfant malien peut tout de suite le faire marcher. Il se met au niveau de l'enfant américain. Il est au niveau de l'enfant occidental. Donc, il peut rattraper les choses. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen de faire des bons en avant. Il faut faire des bons en avant pour pouvoir rattraper les autres. Ce bond en avant se fait avec les nouvelles technologies, mais la technologie permet d'améliorer l'agriculture, permet d'améliorer l'élevage. Il y a même de nouvelles techniques pour les routes. Donc en utilisant la technologie, on peut faire un bond en avant. Le troisième pilier, c'est la gouvernance, c'est les règles de vie ensemble. Quand on a défini comment on travaille, quand tout le monde doit s'arrêter à un feu rouge,
Si un qui dit je ne m'arrête pas à un feu rouge, il sème la pagaille. Donc vous avez 3 piliers fondamentaux autour desquels on bâtit toutes sortes de développements. Mais bien sûr, on peut aller dans le détail. Pour cela, nous avons mis dans un autre programme au niveau de l'IRD, en mettant les 5 piliers, les institutions à renforcer pour la démocratie. Nous avons mis la société civile à renforcer, l'économie malienne. Il y a, comme moi je dis souvent, il y a 6 excellences pour l'économie malienne. La première, c'est le coton. Nous sommes parmi les premiers producteurs de coton de la sous-région. Le deuxième, c'est l'Office du Niger, avec les possibilités que nous avons sur l'agriculture. La troisième, c'est les mines. Nous sommes 3e producteur d'or à l'intérieur, en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Le 4e, c'est l'élevage. Nous sommes un pays d'élevage où nous disons que chaque Malien a sa vache. Le 5e, c'est quoi? Mais c'est le tourisme. Quand vous avez Tombouctou, vous avez Djenné, vous avez le pays de Gon, vous avez le Mandé, je crois qu'il y a de quoi montrer. Bien sûr, il faut la paix, il faut la sécurité. Mais le dernier élément qui me paraît aussi important, c'est la qualité des ressources humaines. Faites le tour de l'Afrique. Partout, vous trouverez des Maliens qui ont réussi. Que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Vous avez donc des hommes d'affaires qui savent travailler. Vous avez des hommes d'affaires qui savent vraiment faire prospérer le pays et qui font avancer le pays. Voilà des éléments qui peuvent permettre vraiment de mettre notre économie en avant. Nous avons besoin aussi que dans notre pays, les services sociaux de base soient renforcés et distribués. Tout ce qui est relatif à l'éducation, à la santé, à l'eau potable. Mais aussi et surtout, il faut s'appuyer sur les femmes, il faut s'appuyer sur les jeunes, parce que sans eux, je crois qu'il n'y a pas de développement économique. Monsieur le Président, vous venez de brosser l'économie, mais dites-moi, est-ce que la diplomatie malienne n'est pas en panne, quelque part? Non, je crois que ce qui est important dans la diplomatie, c'est d'avoir des principes. Je pense honnêtement qu'on doit être présent dans tous les pays qui nous aident, avec lesquels nous avons des échanges fructueux. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on n'ait pas d'ambassade en Angleterre. On en a en Belgique, on en a en France, on en a en Espagne. On n'en a pas en Angleterre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons avoir une diplomatie active chez nos voisins. Ça aussi, c'est indispensable que nous soyons présents. La troisième chose qui me paraît aussi importante que les deux autres, c'est d'avoir des consulats partout où les Maliens sont présents. Il faut que nos Maliens de l'extérieur sachent qu'on est là, que les Maliens de l'extérieur bénéficient des services administratifs et consulaires qui leur sont dus. Vous avez des pays comme la France où les Marocains ont peut-être une centaine de consulats et nous, on n'en a qu'un et demi avec celui de Marseille. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Et quand vous faites le tour des pays, que vous rencontrez les Maliens, ce besoin de consulat est criard parce qu'ils le demandent. Vous avez des pays, il faut traverser 2 pays pour pouvoir trouver l'ambassade. On n'a pas besoin forcément de l'ambassade, mais on peut avoir un consulat à côté. Donc c'est cette diplomatie qui doit être faite. Maintenant, il faut aussi jouer de la réciprocité. Il n'y a pas raison que ce qui nous piétine, nous fassions la pédale douce. La diplomatie doit être aussi agressive tout en étant consensuelle, parce qu'en fait, c'est un échange de bons procédés entre 2 États qui se respectent. Et nous devons être respectés parce que nous méritons le respect. C'est un vieux pays, une vieille culture. Nous avons des Maliens partout dans le monde et ces Maliens apportent à l'économie mondiale. Les Maliens travaillent dans tous ces pays-là et les Maliens occupent des places très importantes dans la plupart des pays concernés. Vous parlez d'éducation. Pour parler d'éducation et d'emploi, vous dites que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas, c'est un adage qui est très connu chez nous ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'éducation et l'emploi puissent être garantis? Vous savez, j'ai écrit que la terre ne ment pas et je ne veux pas tomber dans la facilité de dire allez-y tous à la terre. Parce que quand vous quittez un village, que vous venez chercher quelque chose en ville, qu'on vous dit tout simplement que c'est la solution, c'est de retourner au champ de votre père, et quelque part il y a un problème. Et quelque part psychologiquement ça ne marche pas. Mais ce que j'ai constaté,
c'est qu'il y a des endroits où les gens ont fait des choses extrêmement importantes. Je pense à l'Office du Niger, je pense à notre compatriote Modibo Keïta, qui a fait, je ne suis pas le Premier ministre, hein, un autre, qui a fait de grandes exploitations à l'Office du Niger. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des jeunes qui sont sortis de Katibougou, qui sont ingénieurs agricoles, auxquels on donne quelques parcelles à côté, qui travaillent pour eux-mêmes, qui bénéficient des apports du voisin. C'est ces gens-là qu'il faut aider à s'installer dans de bonnes conditions. Et vous allez voir que les choses vont changer. Il faut faire une typologie des choses, savoir qui peut faire quoi et quand personne ne peut faire. Nous sommes un pays où l'agriculture peut nourrir non seulement le Mali, mais aussi l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais nous le disons, nous nous tapons la poitrine. Ça ne suffit pas puisque nous n'avons pas pu le faire depuis 50 ans. Parce qu'il faut avoir une approche beaucoup plus intelligente. Et cette approche, l'État doit aider à cela. L'État doit aider des jeunes volontaires qui ont la technicité et qui peuvent apporter quelque chose à s'installer à côté de grands fermiers. Ils vont apporter une technicité, ils vont bénéficier de leur environnement, ils vont bénéficier d'effets induits pour pouvoir aller plus loin. Donc ça peut régler un certain nombre de problèmes en matière d'emploi. Mais les problèmes d'emploi nécessitent aussi une vraie volonté au niveau de l'État. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays où il manque des enseignants. En même temps, nous formons des enseignants. Et ces enseignants qui sortent sont au chômage. Vous avez un pays qui manque de médecins et d'infirmiers. Nous formons des médecins, nous formons des infirmiers, ils sortent, ils sont au chômage. Qu'est-ce qui nous empêche de décider que nous allons embaucher tous les enseignants? Qu'est-ce qui nous empêche de décider que nous allons embaucher tous ceux qui sont sortis de l'école de médecine? Il y a donc un emploi. Mais quand on regarde notre pays, quand on regarde nos villes et villages, qu'est-ce qu'on constate? Les déchets, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'hygiène. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est aussi une source d'emploi. C'est aussi une source d'emploi de se battre tous ensemble pour l'hygiène. Parce que sans hygiène, c'est les maladies, c'est les épidémies. Donc il y a des sources d'emploi qui sont là. Vous savez, les jeunes, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on croit que ce qu'ils veulent, c'est d'être fonctionnaire. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se battre pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois privés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour réussir. Regardez tout ce qui traverse les mers. Mais ce qui manque le plus, c'est que les jeunes ne sont pas écoutés. On ne les écoute pas. Et la plupart des adultes croient qu'ils savent ce que veulent les jeunes. Comme les parents, c'est ça qu'on veut pour toi. Mais le monde a changé. Les jeunes d'aujourd'hui, mais ils sont plus instruits, ils sont plus informés. Ils sont plus informés, ils sont plus formés. J'ose pas dire qu'ils sont plus intelligents, mais quelque part, ils ont beaucoup plus de graines et de force que nous aujourd'hui. Faisons leur confiance, discutons avec eux, demandons-leur ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir que le monde va changer. On ne trouve pas de solutions toutes faites pour les donner aux jeunes. Les jeunes ont besoin qu'on les considère. Ils ont besoin qu'on partage avec eux leurs rêves. Ils ont besoin tout simplement d'être écoutés et de partager ces rêves avec nous. Alors, je vous prends au mot. À l'URD, jeunesse, politique et culture. Qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse et pour la culture? Non, nous avons un mouvement de jeunes, nous travaillons avec eux. Non seulement nous avons ce mouvement, mais ce mouvement est autonome. Ce qui est très important parce que nous ne lui imposons pas ses dirigeants. Nous ne lui imposons pas ses programmes. Nous partageons avec eux, nous discutons avec eux. Et nous essayons de les amener ensemble. Nous savons que la situation n'est pas facile. Mais ce que nous cherchons avant tout, c'est que nos jeunes soient ancrés dans leur culture. Il y a une belle phrase qu'on disait à Lioma, c'est qu'on veut que nos jeunes aient des racines et des ailes. Avoir des racines, c'est être ancré dans sa culture, de savoir d'où on vient, de connaître son histoire, de connaître ses origines, de savoir ce qui est interdit par là, de par notre culture, de par nos habitudes. Avoir des ailes, c'est d'être dans la technologie, de savoir ce qui se passe en haut, d'être au même niveau que n'importe quel enfant, parce qu'on connaît l'informatique, parce qu'on connaît l'Internet. C'est ça que nous voulons, nous, de nos jeunes. On ne veut pas des jeunes qui sont uniquement des ailes ou des jeunes qui sont uniquement des racines. Il faut qu'ils puissent allier les deux pour que l'Afrique ait son propre modèle, pour que l'Afrique et ses jeunes aient un modèle qu'ils vendent. Et regardez aujourd'hui nos jeunes en matière de culture, d'artisanat, de musique,
de dessins, de choses. Mais nous sommes les champions du monde. Ça veut dire que nous avons quelque chose à vendre. Ça veut dire que nous avons quelque chose à expliquer. Mais l'une des forces des pays comme les États-Unis, ce n'est pas forcément l'économie. C'est leur culture, c'est leur mode de vie qu'ils arrivent à vendre. On va regarder, tout le monde porte un gun, tout le monde mâche un chewing-gum. Leur mode de vie est là. Vous savez, Magma, je voyage beaucoup. Je vous assure que partout où je vais en Afrique, on me demande, est-ce que vous pouvez nous amener des disques de Salif Keïta, des disques de Oumou Sangaré, des disques d'Ali Farga Touré, etc., etc. Ça veut dire que nous avons un patrimoine qui est là. À nous de le valoriser, à nous de le vendre. Le travail, ce n'est pas qu'être derrière un bureau. C'est tout ça, c'est cette imagination extraordinaire, fertile, que nous avons chez nous. Et notre culture peut aider le développement, peut aider qu'on nous aime. On nous aime parce qu'on aime notre musique. On nous aime parce qu'on aime notre façon de faire. On nous aime, il y a des pays où on les aime à cause de leurs plats. Tout simplement, on doit pouvoir nous aimer, nous, à cause de notre histoire, à cause de notre culture, à cause de notre façon d'accueillir et de notre jatigia, tout simplement. Vous avez beaucoup voyagé à travers l'Afrique. Est-ce que la femme peut être un espoir pour ce continent? La femme, c'est une question presque tendancieuse. Est-ce que ce continent peut vivre sans la femme? Il y a un proverbe chinois qui dit quelque chose de très joli. Il dit la femme, c'est le toit de la maison. C'est le toit de la maison. Si vous avez une fondation, aussi solide soit-elle, vous avez les murs aussi épais soient-ils, si vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de maison. Vous avez une passoire. Vous avez une passoire. Et la femme, c'est ça. Et quelqu'un a dit aussi que la femme, c'est la moitié du ciel. La moitié du ciel. Est-ce qu'on peut travailler sans la moitié du ciel? On ne peut pas. Jamais. J'ai eu la chance, enfin la malchance peut-être, d'être à Lyon au moment de la guerre en Côte d'Ivoire. Je m'imaginais les femmes à Abidjan, au moment où ça tirait partout. Elles s'occupaient de l'éducation. Elles faisaient du feu, elles faisaient à manger. Elles se débrouillaient. Pourtant, les banques étaient fermées, le marché est fermé et l'insécurité est partout. Comment voulez-vous que ces pays s'en sortent sans les femmes? Sans les femmes, il n'y a pas d'espoir. Et les femmes sont l'espoir de l'Afrique. Président, vous dites que le ciment du contrat que les hommes politiques passent avec ceux et celles qui le représentent est la morale politique. Quel contenu peut-on donner à ce concept? Non, vous avez raison. Quand on élit quelqu'un, il doit savoir qu'il représente des gens. Il doit savoir qu'on lui a confié son avenir, que des gens lui ont confié leur avenir, leur espoir. Donc à partir de là, il doit avoir un comportement qui met l'intérêt collectif devant tout. Au moment où il y a un problème, qu'il y a un doute, qu'il y a une interrogation, quand il s'interroge sur ce qu'il doit faire, qu'il soit président de la République ou maire, il doit se dire, est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt collectif? Ça, c'est le premier point en matière de morale politique. La deuxième chose, il faut que les hommes politiques soient prêts à rendre compte. À rendre compte. On m'a élu, je dois rendre compte. On doit accepter d'être interrogé et de répondre. Vous savez, les hommes politiques ne sont pas des surhommes. C'est des hommes comme les autres. Mais ils doivent être humbles. L'humilité en politique fait partie de la morale politique. Si je me trompe, je reconnais que je me trompe. Je reconnais que je me trompe et je rectifie et j'explique. Je ne m'entête pas. Que ce soit le président ou le maire, il faut de la redevabilité, de pouvoir rendre compte. La troisième chose en morale politique, c'est son comportement à soi. Vous êtes élu, vous devez avoir un comportement exemplaire. Avoir un comportement exemplaire, ce n'est pas forcément sur les résultats. Vous pouvez vous tromper et ne pas avoir le résultat. Mais votre éthique doit être au-dessus de tout. Magma, imaginez-vous, on est en 2016. J'étais président fondateur de l'ACI en 91. Ça fait 25 ans. Vous croyez que je peux parler devant vous aujourd'hui si j'avais des centaines de terrains à l'ACI? Ah, non. Mais je ne l'ai pas parce que je me suis donné un comportement
Et ce comportement m'oblige à ne pas le faire. Croyez-vous que je pouvais parler devant vous si j'avais des terrains distribués par les domaines? J'en ai pas un. Ma femme n'en a pas. Mes enfants n'en ont pas. Ni à l'ACI ni au domaine. Parce que je me suis retenu. Je ne savais pas que j'allais créer un parti. Je ne savais pas que j'allais me mettre candidat aux élections présidentielles en 91. Mais j'ai eu ce comportement pour ne pas y aller. Croyez-vous que, ayant géré les finances, ayant privatisé une centaine d'entreprises, que si j'avais des actions dans une seule des entreprises, j'aurais pu parler devant vous aujourd'hui? Non. Non. Croyez-vous qu'ayant géré 10 ans l'UOMOA, si j'avais rempli l'UOMOA de mes copains, des Maliens, des choses, croyez qu'on peut me parler aujourd'hui? Non. C'est ça la morale politique. La morale politique, je suis ministre d'un domaine, je n'en profite pas outre mesure et je me retiens. Je me retiens parce que ce comportement est un comportement digne. C'est ce comportement qu'on a face aux gens qui vous élisent. Vous devez les respecter. Vous devez savoir que l'intérêt collectif devient tout. Vous devez accepter de rendre compte, mais vous devez vous-même avoir votre éthique et vous comporter en conséquence. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais qui doit être transpercé dans le comportement de chaque homme politique. Mais si je construis des maisons que je prends la moitié, il y a un problème. Si je distribue des tracteurs que je prends la moitié, il y a un problème. Ah. Donc c'est tout ça qui fait que la morale en politique existe et nous devons avoir un comportement qui doit jurer avec la vertu. Monsieur le Président, en Afrique, les leaders politiques allument le feu, l'activent pour ensuite vouloir jouer aux pompiers. La contestation des résultats des élections, le tripatouillage est un phénomène de mode en Afrique. Pourquoi? Vous savez, moi, je n'ai pas contesté les élections. Voilà, c'est ce que vous allez même saluer votre aîné. Non, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas tomber dans une facilité un peu occidentale de dire l'Afrique. L'Afrique, c'est tellement divers. Si on parle du Mali, du Boulédougou, c'est différent du Kasso, là. C'est différent de Conakry, etc. Alors, ce qui se passe en Égypte, ce n'est pas forcément ce qui se passe au Caire. Il y a des pays où la démocratie est très vivante. Vous allez au Cap-Vert à côté, ça se passe extrêmement bien. Au Mali, on a eu des moments heureux, même si on peut se plaindre d'autres choses. Non, je crois que ce qui est important, c'est que les règles du jeu soient respectées. Si les populations ont le sentiment que les hommes politiques sont tous des corrompus, parce qu'ils ne respectent pas la morale politique. Si les gens ont l'impression qu'aller aux élections, c'est pour la forme, parce qu'on dépouille et celui qui n'a pas gagné peut se retrouver devant, il y a problème. Quand on voit aussi celui qui ne représente rien se retrouver à la tête quelque part de l'État, à qui on confie la moitié du budget du pays, on se dit à quoi ça sert d'avoir voté. Donc c'est tous ces aspects qui nous interpellent tous, qui interpellent tous les hommes politiques, parce que c'est ce qu'on fait des élections qui fait que cela se passe. Si nous voyons des choses, comme nous avons vu au Mali, des endroits où on peut avoir pratiquement du 100% de participation, 100% de votants et 100% pour le même parti, et que tout le monde se tait. Mais si tout le monde se tait, un jour il y aura problème, un jour il y aura contestation des résultats. Si on conteste, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Là où ça se passe bien, il n'y a pas de contestation. À moins bien sûr de tomber sur des gens extrêmement sages parce qu'ils veulent les intérêts de leur pays, mais ils n'accepteraient pas non plus que cela soit un mode de gestion et que ça continue. Je crois que nous sommes dans des démocraties qui sont, je n'ose pas dire naissantes, mais qui ont encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut éduquer un peu plus, il faut responsabiliser un peu plus, il faut faire en sorte que les résultats vraiment soient les plus proches de la réalité. Je crois que c'est ça qui va nous sauver de toutes ces contestations dont vous parlez. La vision du développement ne serait-elle pas sclérosée dans un pays où on s'évertue à faire du nouveau avec de l'ancien, et du très ancien je dirais, lorsque ce sont les mêmes cadres qui vont et qui viennent dans l'administration d'État, qui est devenu un repère d'incompétence, un repère d'impunité, de clientélisme et de népotisme? Non, vous savez, il ne faut pas balancer ou tout d'un côté ou tout de l'autre. La jeunesse ne veut pas dire uniquement de la vertu. Et l'âge n'est pas uniquement du vice. La réalité est certainement entre les deux. Ce qu'il faut éviter, c'est les ruptures brutales. Je crois que nous avons tous besoin de l'expérience pour pouvoir passer la main petit à petit. Nous avons aussi besoin de la fougue de la jeunesse, de sa force, de sa curiosité pour pouvoir y arriver.
Ce qui est important, c'est d'avoir des administrations qui fonctionnent. Que les règles de recrutement et d'administration soient des règles transparentes. Vous savez, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui est dommageable. On peut payer pour entrer à la fonction publique. On peut payer pour avoir un poste, qu'on soit jeune ou vieux. Vous savez, ce n'est pas que les jeunes ou les vieux qui jouent ce jeu-là. Ça veut dire que ça peut complètement se gâter. Maintenant, il faut pouvoir avoir une politique de renouvellement. Il faut avoir une politique de formation. Vous savez, quand j'étais à l'IOMA, l'une des mesures que j'ai trouvées, c'était de faire embaucher des jeunes qui avaient un diplôme et qui étaient là en stage pendant un certain moment et qui ont préparé pour assurer la relève. Ceci permet de former les gens et de passer la main. Au Mali, ce qu'il faut, bien sûr qu'il faut que les gens aillent dans des stages. Il faut que les jeunes soient le plus proches possible des entreprises. Il faut que les entreprises acceptent d'aller aussi dans les universités pour former un peu plus les gens. Maintenant, il y a l'administration, il y a la politique. Dans la politique, ce que je crois, fondamentalement, c'est qu'il faut réformer un certain nombre d'institutions. Une institution comme l'Assemblée nationale doit être un creuset de formation pour les jeunes, pour les femmes, pour qu'ils s'adhèrent à la politique. Ce n'est pas forcément le président de la République, ce n'est qu'une personne derrière tout ça, mais c'est l'ensemble des institutions qui doivent marcher. C'est vrai qu'il y a des vieux chevaux de retour, mais je pense qu'il faut travailler à ce qu'il y ait un bon passage de témoins pour qu'on puisse s'en sortir. Monsieur le Président, nous sommes à la 56e année de l'indépendance de notre pays. Quel souhait avez-vous pour le peuple malien? Quand je regarde ces années, parfois on entend, quand il y a eu le 50e anniversaire, « Ah, c'est des années perdues, ah, on n'a rien fait ». Mais quand on regarde, un pays comme le Mali, on a eu à peu près 70 ans de colonisation. Quand je regarde chez moi, à Niafunké, en 70 ans, on a eu 3 cadres supérieurs. Aujourd'hui, en 50 ans d'indépendance, je ne peux pas les compter, c'est des centaines. Dans nos pays, beaucoup plus de jeunes ont été formés, beaucoup plus de gens ont été en meilleure santé. Il y a eu beaucoup plus d'eau potable. Mais bien sûr, nous nous mesurons aux autres qui vont peut-être un peu plus vite que nous. Nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Ce que moi je peux dire au peuple malien, c'est que de l'expérience que j'ai, de ce que j'ai vu, nous sommes dans des situations difficiles, mais je suis convaincu que nous en sortirons. Parce que j'ai vécu la crise ivoirienne pendant 10 ans. J'ai vécu la crise togolaise, j'ai vécu la crise de Guinée-Bissau, j'ai vécu les différentes crises au Niger. Les gens s'en sont sortis. N'oubliez pas qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la guerre de Corée. Nous sommes dans des situations difficiles, mais on va s'en sortir. Mais on ne peut s'en sortir que si nous le décidons nous-mêmes. C'est aux Maliens de prendre les choses en main. Que les Maliens ne se mentent pas à eux-mêmes, que nous disions la vérité, que nous ne fermons pas les yeux par coquetterie en disant « bon, celui-là, je ne veux pas le gêner, je ne veux pas faire ». Quand ça ne va pas, il faut le dire, parce que c'est le bien pour tout le monde. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pour ça que nous demandons solennellement que les Maliens se retrouvent autour d'une table, qu'on discute, qu'on essaie de trouver des solutions, qu'on essaie de les appliquer. Si ces solutions ne sont pas bonnes, mais on se retrouve encore humblement, en toute humilité, pour dire on s'est trompé là, recommençons. Mais se taire comme on est en train de se faire, croire chaque jour que ça va s'arranger. Juste avant de venir ici, il y a une mine qui a sauté dans le nord, des soldats qui sont morts. Ce soir. Ça veut dire que c'est des choses qui sont là tous les jours. Et on est à Bamako, on fait comme si de rien n'était. Ça ne peut pas continuer. Je dis aux Maliens, réveillons-nous. Je dis aux Maliens, c'est à nous de prendre les choses en main. Personne ne le fera à notre place. Ceux qui nous aident nous disent, je viens de recevoir des ambassadeurs, ils disent, nous, on ne peut que vous accompagner. Mais c'est à vous de trouver la solution, c'est à vous de vous donner la main, à vous de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Nous nous taisons, c'est un peu aussi notre culture. Nous arrangeons les choses, nous contournons les choses, mais je crois que nous sommes arrivés à l'heure de vérité. Et cette heure de vérité nous appartient à nous les Maliens. Parce que, je vais finir sur ça, mais j'aime bien dire que nous ne sommes pas nés pour nous-mêmes, nous sommes nés pour notre pays. Nous ne devons jamais l'oublier. Nous sommes nés pour notre pays. Nous devons tout à notre pays. Et nous devons tout faire pour que notre pays s'en sorte. Ce serait tellement dommage que notre génération voit le Mali s'effondrer,
que notre génération soit cataloguée, qui a détruit le Mali, qui a laissé le Mali se détruire. Moi, je ne l'accepte pas. Je suis sûr que vous ne l'acceptez pas. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent ne l'acceptent pas. Mais ne pas l'accepter ne suffit pas. Il faut qu'on se lève, qu'on se donne la main, qu'on décide que ça suffit, et qu'on fasse avancer notre pays. Il y a eu tellement de morts. Combien d'enfants ne sont pas à l'école depuis 5-6 ans? Combien de gens meurent pour un palu? Combien de femmes meurent en couche? Combien de routes sont défoncées aujourd'hui? Combien d'endroits il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien? Nous allons nous asseoir, regarder tout ça et dire ça va? Non, ça ne va pas. Maliens, réveillons-nous. Merci, honorable Soumaïla Cissé. Merci, mesdames et messieurs. C'est tout pour Veiller au bord du Djoliba aujourd'hui. Veiller au bord du Djoliba est une espèce d'expression plurielle, un lieu d'échange, d'éducation et surtout de partage. Pour tous ceux qui ont quelque chose à dire, Veiller au bord du Djoliba vous donne la parole pour une expression plurielle sur Africable Télévision, la chaîne du continent. À la joie de vous retrouver une autre fois. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci bien. Merci, monsieur le président. Merci.